J'appelle sans plus tarder Marc Van Riemenen, le président de Netway, qu'on peut applaudir, et Christophe Houzé, digital manager de MMA. Messieurs, c'est parti. Bonjour, je sais qu'il est midi, donc vos besoins fondamentaux vont apparaître de plus en plus. Donc je vais essayer avec Christophe de faire des choses pour vous réveiller un petit peu et en tout cas essayer de vous montrer un petit peu d'autres choses, puisque ce matin, si je résume en tout cas la manière dont moi j'ai compris les choses, c'est qu'on a beaucoup parlé d'aspects techniques des données, on a parlé beaucoup de comportement et on a aussi parlé beaucoup de consommateurs. Mais en fait, est-ce qu'un consommateur, ça existe? Qui sait ce que ça fait? Et donc, on va essayer de vous introduire ce que sont les neurosciences à travers une petite partie théorique, parce qu'en 20 minutes, c'est compliqué d'expliquer beaucoup de choses, et une partie témoignage avec Christophe, donc, qui est responsable digital chez MMA. Voilà, donc, ce qui est important, c'est qu'en gros, on parle depuis ce matin de toute une série d'éléments qui permettent d'augmenter le chiffre d'affaires, de convertir mieux, etc. Pour vous donner un ordre d'exemple ici de ça, et je pense que tout le monde cherche à avoir ça, donc la moyenne des gens qui, dans un moteur de recherche comme Google, tapent un devis auto, et les gens qui arrivent au bout de la complétion d'un devis, est en moyenne de 19%. Alors ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, MMA, avec le site qui est actuellement en ligne, fait 30% de conversion. Alors on ne parle pas de 1 ou 2% de conversion supplémentaire. On parle une grosse différence sur le marché. Et ce que MMA nous a demandé maintenant de faire, donc, et on fait ça en équipe, c'est d'augmenter ça à 45%. Alors, vous allez me dire, et là, je ne parle pas de data, je ne suis pas un spécialiste data du tout, je vais vous parler de choses peut-être plus simples, qui sont simplement, c'est quoi un être humain, comment ça fonctionne, et toute une série de choses qui ont été, en tout cas, occultées pendant des années, tout simplement parce qu'on n'avait pas le matériel pour pouvoir le mesurer. Alors, on parle de consommateur. Alors, est-ce que ça existe, un consommateur? Moi, c'est un mot qui me fait hérisser les poils à chaque fois. Alors, d'où ça vient, en fait? Et toutes les techniques qu'on a vues depuis ce matin sont drivées, même au niveau marketing, par un concept qui date des années 60 et qui s'appelle Homo economicus. Alors, qu'est-ce que c'est Homo economicus? C'est l'inverse d'un Homo sapiens. Et un Homo economicus, il sait exactement ce qu'il veut. Donc, par exemple, vous êtes parfaitement capable de décrire avec objectivité vos besoins. Vous êtes capable de faire les choses et de savoir pourquoi vous les faites. Vous êtes rationnel, vous êtes consciemment intéressé par les choses qu'on vous envoie, autrement on ne vous enverra pas autant d'ailleurs. Vous voyez tout ce qu'on vous montre, donc vous arrivez sur une homepage, forcément que vous allez voir les choses que vous ne voulez pas spécialement voir, mais vous allez quand même les voir. Vous allez les filtrer, après avoir pesé les pour et le contre, est-ce que ça m'intéresse, est-ce que ça ne m'intéresse pas, et finalement vous avez une excellente mémoire. Ça, aujourd'hui, ce sont des choses qui sont démenties par les neurosciences, et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui à travers quelques exemples. Alors, la réalité, c'est que la plupart du temps, les gens ne font pas ce qu'ils pensent ou ce que nous pensons qu'ils pensent. Alors, ça ne vient pas de moi, ça vient de Daniel Kahneman, donc, qui a gagné le prix Nobel en économie en 2002, et qui, en fait, est un sociologue. Ce qu'il a démontré, c'est simplement que les gens ne sont pas rationnels. Ce n'est pas qu'on ne veut pas être rationnel, on peut l'être, mais on peut l'être une proportion limitée en une journée. Tout le restant est en mode automatique. Alors, quand on commence à découvrir ça, vous allez voir qu'en fait, on va rentrer dans un univers où 95% de ce que l'on croit connaître sur quelqu'un, en fait, on ne le connaît pas. Et sans mesure, je peux juste vous dire que Christophe et moi, on a déjà fait plein d'expériences, on va vous en montrer une tout à l'heure, et on se trompe tout le temps. Sans ce type de technologie, en fait, on se trompe en permanence quand on crée des nouvelles solutions. Alors, la réponse pour essayer de driver ou de donner un axe à cette présentation, donc notre méthodologie en fait s'appelle ERA. Donc on l'a simplifié très fortement. En fait, en gros, c'est l'émotion et la raison égale l'action. Alors par émotion, ça ne veut pas dire j'aime bien, j'aime pas. C'est juste que vous avez en fait à l'intérieur du cerveau un système limbique qui filtre toutes les informations que vous recevez. C'est comme ça que, par exemple, vous pouvez très bien, comme tout à l'heure, être dans un brouhaha complet et de vous concentrer sur uniquement une conversation. Comment est-ce que vous faites? Parce que votre cerveau entend tout le restant, mais il l'élimine. C'est comme quand vous arrivez sur un site, vous voyez une belle pub X1, Y1, X2, Y2, et votre cerveau dit ça, c'est un prédateur, élimine-le. En fait, la raison est très simple, c'est que notre mécanisme de fonctionnement actuel date de 10 000 ans. Donc, il faut savoir que Homo sapiens,
Donc le fonctionnement de notre cerveau a été créé il y a 40 000 ans et il a été abouti il y a 10 000 ans. Sauf qu'il y a 10 000 ans, on ne faisait pas de shopping. Donc il y a 10 000 ans, on était dans des situations où il fallait faire attention, il fallait se concentrer sur une proie, faire attention aux prédateurs. Si on voyait un gros chat arriver qui courait très vite vers soi, c'était probablement pas pour faire un câlin, ni pour demander des petites boîtes à manger, c'était parce que c'était vous le déjeuner. Donc il fallait courir très vite. Et ce qu'on oublie, on a oublié tout ça avec Homo economicus, et en fait, on nous fait croire que tout le monde est rationnel. Et c'est très intéressant parce qu'à chaque fois qu'on arrive dans des organisations, et c'est naturel, c'est plus facile de penser que tout le monde est rationnel, parce que alors, ça demande moins de réflexion sur toute une série d'autres choses. Donc, alors, l'émotion, donc, c'est-à-dire le centre de votre cerveau, il est rapide, très rapide, il fonctionne en millisecondes. Donc, quand vous pensez que vous allez vite en secondes, en fait, il y a 1000 activités qui sont préfixées avant, et qui vont comme des excitations électriques, se battre pour arriver à votre conscience. Alors vous avez l'impression de tout contrôler et que tout va bien et que votre pensée est complètement... Il suffit de regarder, par exemple, un petit exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le cas. Vous avez un tapis roulant, comme par exemple à Montparnasse, et parfois il est en panne. Vous savez, les grands tapis, là où à l'aéroport, et vous marchez dessus, en fait, votre corps va chaque fois se rééquilibrer. Vous savez que le tapis roulant ne fonctionne pas, mais quand vous allez arriver dessus, vous allez faire comme ça. Pourquoi ? Alors que vous savez que rationnellement, il n'y a pas besoin de le faire. C'est juste parce que votre mode automatique prend le relais. Alors, si c'est un exemple simple comme ça est le cas, vous allez voir que sur des sites internet, c'est exactement la même chose. Donc, on a le rationnel, donc il est beaucoup plus lent, il est beaucoup plus calculateur. C'est quelque chose qui demande énormément d'énergie à votre cerveau. Et ensuite, vous avez l'action. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait, la majorité du marché est organisée dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on se dit, moi je veux que les gens fassent ça, comme ils sont rationnels, Homo economicus, qui vont tout voir et qui vont filtrer, de toute façon ils verront quand même ce que j'ai envie de leur montrer. Après ils vont raisonner, et puis peut-être qu'il y aura de l'émotionnel derrière. Sauf que ça ne se passe pas comme ça, c'est complètement l'inverse, physiologiquement. Donc c'est pas quelque chose, c'est pas une théorie, c'est la physiologie que vous avez dans votre crâne. Alors pour vous montrer un petit exemple de ça très rapidement, donc vous voyez ici une scène, je vais vous demander de la regarder, simplement, sans spécialement avoir un exercice à réaliser. Après, je vais vous en demander. Voilà. Maintenant, ce que je vais vous demander, et vous allez répondre le plus vite possible, ça c'est la consigne. Vous en foutez des gens qui sont à côté, vous hurlez s'il faut, mais vous le sortez le plus vite possible. Dès que vous avez la réponse, vous la sortez. Dans quelle pièce on se trouve dans cette scène-là ? Ça à manger. Ah, vous êtes fiers parce que vous dites « Ah, j'étais vite ». Okay ? Ce qui s'est passé, c'est que pour ça, il faut que votre œil aille parcourir toute une série d'éléments à l'intérieur, à l'intérieur de la scène, et votre cerveau va se dire, ok, qu'est-ce que je dois aller regarder ? C'est quoi une pièce ? Alors, depuis que vous êtes tout petit, on vous enseigne qu'il y a une salle de bain, il y a une baignoire dedans, il y a un truc, une toilette, il y a ça. Et donc, votre cerveau va, en millième de seconde, capter les informations, les traiter, les mettre dans une base de données, se dire, ok, comparer toutes les pièces. Et vous, fièrement, vous sortez, ah, c'est la salle à manger. Sauf que, pour arriver à faire ça, posez-vous la question de comment vous avez fait. Et vous allez voir qu'on rentre dans un autre univers. Et une fois qu'on rentre dans cet univers-là, on est capable de faire énormément de choses, dont les 30% que vous voyez tout à l'heure. Alors, deuxième petit exercice, même chose, vous allez encore plus vite. Quelle est la personne la plus influente dans la scène ? Je n'entends pas. L'homme, oui, l'homme, ça ? Ou la femme ? Ok. Il y a des gens parfois qui disent le papa, la maman, enfin voilà. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que votre cerveau ne va pas aller chercher les mêmes informations. Or, on est bien d'accord que Homo economicus, vous regardez toute la scène, vous allez bien sûr tout traiter, consciemment, vous allez vous dire, bah non, ça c'est une chaise, bah non, ça c'est pas ça, non, ça. Non. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des comportements qui sont complètement différents. Or, c'est la même image. Donc, ça veut dire qu'en fonction du scénario, le comportement généré par le cerveau pour atteindre la réponse va être différent. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous partez dans l'autre sens, c'est-à-dire une méthodologie dans laquelle vous définissez les scénarios, vous définissez le comportement qu'il faut atteindre, et on essaye d'y arriver avec des mesures, comme on va vous montrer tout de suite, quoi. Donc, on a toute une série de zones en fait, qu'on est capable d'analyser aujourd'hui, non seulement en termes de conception, parce que les neurosciences ont énormément de documentation sur le fonctionnement du cerveau, mais toutes les zones que vous voyez là, on est capable de les mesurer, toutes. Et par exemple, quand vous avez une perception de valeur récompensante, ce n'est pas le même endroit dans votre cerveau que, par exemple, l'impulsion inconsciente à cliquer. Ce n'est pas encore la même fonction ni le même endroit que, par exemple, le niveau de motivation émotionnelle. Et ce que vous voyez là, c'est le E, l'émotionnel. Ce que vous voyez là, c'est tout ce qui est lié à vous, ce qu'on appelle le cortex singulaire. C'est moi, qu'est-ce que je risque, qu'est-ce que j'ai déjà vu, etc. Et puis vous avez le cortex
où il y a les différents centres tels que la vision, l'audition, la réflexion, etc. Et on est capable de mesurer l'entièreté. Alors, en résumé, ce qui est intéressant à comprendre entre Homo economicus, qui est quelque chose qui n'existe pas, et Homo sapiens, c'est quoi ? 97% de ce que vous voyez est flou. Si vous ne me croyez pas, vous prenez le centre du M là, vous ne bougez pas votre œil de là, sans le bouger, hein, et vous essayez, sans bouger votre œil de là, vous essayez de voir ce qui est marqué en dessous du logo Upday là, mais sans bouger votre œil d'ici. Vous verrez que c'est flou, là-bas. Ouais. Maintenant, si vous bougez, évidemment, ça va devenir net, là, sur le D, mais ça va devenir flou ici. Alors tout ça, on ne s'en rend pas compte, parce que dans notre vie de tous les jours, notre œil, forcément, s'il s'arrête qu'à certains endroits, on voit constamment, consciemment, net. Sauf que 97% de ce que vous voyez est flou. Quand quelqu'un arrive sur un écran, 97% des décisions est prise sur des informations floues. Donc, mais ça change complètement la donne. Parce que ça veut dire que quand on croit que la personne va aller lire le texte qu'on a mis, ou la pub qu'on a voulu mettre, il va l'évacuer en disant ça c'est un prédateur et il ne va peut-être pas prendre le temps de le lire non plus. Donc il pense en millisecondes. 80% des décisions sont prises sur des informations émotionnelles, ou en tout cas filtrées par le cerveau émotionnel. On a 70 000 pensées par jour. Essayez en une soirée avec votre conjoint d'essayer de lui répéter les 70 000 pensées que vous avez eues en une journée. C'est impossible, vous allez peut-être en avoir 10, 20, parce que tout le reste sont des pensées non conscientes. Et 95% des pensées sont non conscientes. Donc voilà, finalement, en gros, les gens n'agissent pas parce que vous le voulez, ils agissent parce qu'ils ont un besoin, et donc ça, c'est vraiment fondamental d'aller les chercher, de bien comprendre ça. Et ils ont un parcours sur lequel il n'y a pas de barrière. Alors, comment est-ce qu'on lève des barrières ? En les mesurant, pas en demandant aux gens. Ça ne marche pas, ça. C'est des vieilles techniques. Mais je peux vous dire qu'entre ce que les gens disent et ce qu'ils font vraiment, c'est pour ça qu'il y a tellement d'échecs sur le marché, sur des produits. Aujourd'hui, en fait, ce monde-là est terminé. C'est un nouveau paradigme. On va essayer de vous montrer un petit peu plus en détail maintenant avec Christophe. Et l'idée, c'est ERA. Donc, quand vous le faites à l'envers, c'est we are. Nous sommes. Et ça, c'est vraiment tout le passif Homo economicus, quoi. Ici, il faut passer vers l'Homo sapiens parce que des data, c'est bien. Mais à quoi ça sert si je ne sais pas si la personne a vraiment besoin des éléments qu'on a ? On prenait l'exemple tout à l'heure de, par exemple, sur un site, je vois que quelqu'un va beaucoup dans un produit et je vois que 10 000 personnes vont sur ce produit-là. Ah, donc je vais le mettre en stock. Mais imaginez un instant que les gens arrivent là parce que c'est attractif, ils cliquent dessus, ça ne les intéresse pas du tout. Vous vous retrouvez avec 10 000 unités de stock qui, en fait, ne correspondent pas du tout à ce que la personne a besoin. Alors, ce qu'on va vous montrer maintenant dans l'exemple concret sur MMA, c'est justement arrêter dans le nouveau paradigme. Il ne faut pas créer des écrans, il ne faut pas créer des bornes, il ne faut pas créer des agences. Il faut créer des comportements. Quel est le comportement que vous voulez que les gens fassent ? Qu'est-ce que vous voulez observer que les gens réalisent ? Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, seulement une fois que vous avez fait ça, alors vous pouvez commencer à architecturer le parcours, architecturer les écrans, faire des tests et faire une boucle régulièrement pour vérifier en fait si ces écrans fonctionnent ou pas. Maintenant, Christophe va vous montrer un exemple concret. Merci. Alors nous, on travaille avec Netway depuis 2007-2008, date où on a créé le site. Et en fait, on est monté en compétence durant ces 7-8 dernières années. Et une chose qu'on a particulièrement compris, c'est que ce qu'on cherche tous à faire, c'est de provoquer des actions sur un site, provoquer des actions sur un email. Et ce qu'on a appris, c'est que pour pouvoir provoquer une action, il faut passer par un certain nombre d'étapes qui étaient des étapes importantes et ne pas en louper une seule. Je suis à l'aise avec ma main droite. La première chose, c'est attirer l'attention. La deuxième, c'est susciter l'intérêt. La troisième, c'est faire naître le désir. Et sans confiance, on ne peut pas aller à l'action. Je vais vous donner un exemple qui va vous tous ici vous parler. Vous avez dû aller en boîte de nuit. Vous avez dû chercher à provoquer certaines actions en boîte de nuit. Alors, certains rigolent, mais ça ne peut être que partager un verre. Hein. C'est déjà une belle action. Si vous arrivez vers la personne en disant « on prend un verre », c'est très brutal, c'est très agressif et en règle générale, vous êtes considéré non pas comme une proie, mais comme un prédateur à ce moment-là et la réaction, elle est immédiate. Par contre, il faut attirer l'attention. Alors moi, je ne vais pas vous dire comment je faisais pour attirer l'attention. J'étais très très mauvais en boîte de nuit, mais il faut être vu, il faut créer l'intérêt, mettre en place du désir et de la confiance. Et là, le passage à l'acte, il se fait immédiatement. Et pour bien comprendre l'ensemble de ces étapes, on a dû, avec nos équipes, comprendre comment fonctionne l'œil et fonctionne le cerveau. Marc vous a déjà parlé un petit peu du cerveau et de l'œil. Je vais rentrer un peu plus dans ces détails. Pourquoi ? Parce que attirer l'attention, ça se fait avec les yeux.
Et la plupart des choses que vous utilisez sur vos écrans, que ce soit un smartphone ou que ce soit un PC, c'est vos yeux. Et c'est le premier élément. Et puis le cerveau, puisque le reste, en fait, c'est de la charge émotionnelle et c'est à l'intérieur du cerveau que ça se passe. Voici les 3-4 enseignements qu'on a pu nous tirer de cette montée en compétences avec Netway. La première chose, il vous l'a dit tout à l'heure, 97% de l'information que vous voyez, que vous transmettez au cerveau, elle est floue parce que biologiquement parlant, on est tous conçus de la même manière. Le point de netteté s'appelle la fovea dans votre œil. Je vous ramène à vos exercices de troisième. C'est un point qui fait 2 degrés d'angle oculaire sur 180 degrés. Voilà, l'affaire est dite. Et ça ne marche que comme ça. Donc pourquoi est-ce qu'on voit net ? Parce qu'en fait, l'œil fait à peu près 10 à 20 fixations oculaires par seconde. Et ces 10 à 20 fixations oculaires, elles sont inconscientes. Vous ne maîtrisez pas, je vous mets au défi de maîtriser vos fixations oculaires, même en vous concentrant très fort, ce n'est pas possible. Donc nous, on a appris à les mesurer, ces fixations oculaires, et on a appris à comprendre comment elles avaient lieu. Parce que finalement, pourquoi l'œil va à cet endroit-là sur l'écran ? Pourquoi est-ce qu'il va juste après sur cet endroit-là ? Et en les comprenant, on peut aussi amener l'œil à aller aux bons endroits sur l'écran, et surtout, éviter de provoquer des fixations oculaires sur des éléments qui n'intéressent pas du tout la personne. Dernier point qui est important, c'est que là, on utilise quelques outils, donc des outils d'eye tracking. C'est pas parce qu'il y a une fixation oculaire que l'information est transmise au cerveau. Il y a une partie de l'information qui est filtrée en fait par le cerveau. Le cerveau, il dit ça c'est intéressant, ça c'est pas intéressant. Et quand il dit c'est intéressant, il code émotionnellement ce qu'il a vu. L'émotion sert entre autres à garder en mémoire, à mémoriser en fait les éléments d'une page. Un bel exemple dedans, c'est si vous revenez 5, 10, 15 ans en arrière, vous avez des souvenirs probablement qui vous reviennent en tête. Ces souvenirs, ils sont soit très douloureux, soit très heureux. Les souvenirs moyens, globalement, ce que vous avez mangé la veille de ce souvenir-là, vous n'avez gardé aucun souvenir parce qu'il n'y a pas de couleur émotionnelle derrière cet événement. Sur le cerveau, qu'est-ce qu'on a appris sur le cerveau ? Alors Marc vous en a déjà donné quelques informations. Il pèse dans la salle en moyenne 1,3 kg. Regardez pas votre voisin, c'est une donnée moyenne. Il y a 52 zones de Brodmann, donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'on connaît depuis 1905. C'est pas quelque chose de vraiment nouveau. Simplement, on a maintenant des outils pour pouvoir aller creuser dans ces 52 zones. 100% de votre cerveau est utilisé. Alors ça, c'est pour éviter de tomber dans ce qu'on dit, on n'utilise que 10% de notre cerveau. Non, je pense qu'on est conscient de l'usage de 10% de notre cerveau et inconsciemment, on utilise les 90 autres pourcents. La preuve, c'est que dès que vous avez une tumeur cérébrale dans un cerveau, vous avez un handicap, quel que soit le lieu de la tumeur, et c'est entre autres comme ça que Brodmann a construit en fait les 52 zones en analysant les déficiences de différents patients pour pouvoir construire en disant bah, tiens là j'ai une déficience ici et j'arrive plus à bouger mon bras, c'est la zone motrice. Et ça s'est confirmé par la suite. Puis alors, donc c'est la partie du corps qui consomme le plus de sang avec 650 km de vaisseaux sanguins. Et puis je vais essayer de faire un peu de poésie avec des chiffres. Et Dieu sait si c'est compliqué. On a 100 milliards de neurones. Enfin, en tout cas, moi j'en ai 100 milliards dans mon cerveau et c'est une moyenne. Les neurones sont connectés à mon âge. Est-ce que les connexions disparaissent avec le temps ? Mais à 1000 autres neurones par des synapses. Donc ça nous fait 100 000 milliards de connexions synaptiques. Alors je vais m'approcher de Marc, et c'est là où la poésie arrive, parce qu'à nous deux, ça nous fait 200 000 milliards de connexions synaptiques. Et pour vous donner un peu une idée, 200 000 milliards, c'est le nombre d'étoiles qu'il y a dans la galaxie. Et donc à nous deux, on a autant de connexions synaptiques qu'il y a d'étoiles dans la Voie lactée. Ah, c'est cool. Alors, comment est-ce qu'on met tout ça en œuvre dans une société d'assurance comme celle d'MMA ? On met ça au service de la performance. Je fais un peu le guignol sur scène, mais c'est très très sérieux en fait cette matière-là. Et un exemple ici, là, alors c'est un peu en avant-première. On est en train de refondre le site MMA avec 2 objectifs. En fait, dès qu'on donne plus de 5 objectifs à un site, on a du mal en fait à se concentrer. 2 objectifs. Le premier, c'est satisfaire les besoins des particuliers qui vont faire un tarif auto, santé ou habitation. J'imagine que vous avez vu à quel endroit il faut cliquer, et c'est des objectifs qui sont prioritaires. Et la deuxième chose qu'on cherche à faire, c'est amener les clients professionnels à aller vers un site qui leur est dédié. Alors, on avait construit un premier écran avec Netway, et c'était l'écran du haut, et on s'était dit, ouais, c'est super chouette, parce que là, le bouton Pro pour aller sur les pages Pro, il est immédiatement visible, et les gens vont cliquer dessus, c'est sûr.
Et puis, comme on fait souvent, on fait une autre hypothèse pour pouvoir la confronter. La deuxième hypothèse, c'est de faire, vous le voyez ici, c'est super net, un petit lien pro et entreprise dans la homepage. Et on s'est dit que ce serait bien de tester pour voir s'il y a une différence de taux de clic entre le premier et le deuxième. A priori, le premier devrait plus cliquer. Pour ça, on utilise en fait différents outils. Premier outil, alors vous avez vu, il y a MMA qui maîtrise maintenant certains outils, puis d'autres, on est obligé de faire appel à NetWeb parce que c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Le premier outil qu'on utilise, c'est Gweezy. C'est un outil qui permet d'anticiper les fixations oculaires et puis de visualiser l'information qui est transmise. On utilise par exemple cet outil-là pour chaque email qu'on envoie. Ça nous permet de savoir où l'œil va naturellement, biologiquement en fait, se poser. Le deuxième outil, c'est le l'eye tracking. Donc on est équipé d'un système d'eye tracking chez MMA. On l'utilise 1 à 2 fois par mois parce qu'il faut trouver un panel en fait, d'utilisateurs. Et là, on soumet les utilisateurs, soit des emails, soit des pages web, pour pouvoir conforter et analyser en fait, les réelles fixations oculaires et se dire, ah tiens, là, pour un parcours donné, pour une intention donnée, voilà où va l'œil et quelle est la dilatation de la pupille. Et ça, la pupille a quelque chose à voir avec l'émotion, en fait. C'est un premier indicateur d'émotion. Et puis, et là, on dépasse notre domaine de compétences actuel. Pour pouvoir aller plus loin, il faut analyser les émotions. Et donc, l'électroencéphalogramme permet de mesurer une partie du cortex cérébral, la partie superficielle du cortex. Ça, c'est avec NetWeb sur lequel nous sommes accompagnés. Et puis, on fait de l'IRM fonctionnel 1 à 2 fois par an, parce que c'est une démarche qui est lourde. Et dans un projet, c'est assez complexe d'amener ça, pour pouvoir voir, sur une fixation oculaire donnée, sur un écran donné, quelle est l'émotion qui parcourt l'utilisateur et est-ce que cette émotion va provoquer l'action? Est-ce que je provoque une émotion de peur ou une émotion de plaisir? De vous à moi, sur un site d'assurance, créer une émotion de plaisir, c'est pas simple, honnêtement. Mais par contre, créer des émotions de peur, c'est la chasse un peu à ces émotions-là sur le site mma.fr. Résultat des courses. C'était pas ce slide-là que j'avais après, je peux le passer. Résultat des courses. L'écran pro, l'écran audio en fait, dont vous voyez en fait les résultats ici, le bouton il est vu quasi immédiatement en moins de 2,4 secondes. Par contre, la personne ne comprend pas que c'est un bouton. Et elle ne clique pas. J'ai 16% de taux de clic sur ce bouton. Sur le deuxième écran, j'ai 4,6 secondes pour trouver le lien. Et c'est bien quelqu'un qui est intentionniste qui me dit oui, je veux chercher un produit d'assurance pour mon entreprise. Je mets plus de temps, mais une fois que j'ai trouvé, eh bien, je clique immédiatement dessus parce que c'est un lien et parce que j'ai compris que ça répondait à mon besoin. On a augmenté en fait, le taux de clic entre 16 et 50%, on l'a multiplié par 3. Juste parce qu'on a compris et on a pu mesurer ce qui se passe. Et c'est pas de l'A/B testing, ça. Hein. C'est des modèles prédictifs basés en fait, sur le fonctionnement du cerveau. Donc c'est pas de l'A/B où on met 2 pages parce que les pages-là n'existent pas encore online maintenant. Donc c'est vraiment de la mesure du cerveau. Donc, je ne sais pas si je peux encore avoir 1 ou 2 minutes ou je regarde la régie. Là. Ouais, parce qu'il y avait deux petites vidéos. Ouais, ok, cool, merci. Donc, rapidement, Pardon ? Oui, ben, ça va arriver, mais l'idée c'est que souvent, en fait, on pense en canal, on pense il faut faire un site, il faut faire une application, etc. Et on ne pense pas au niveau comportemental. Alors, qu'est-ce que ça peut donner ? Je vais vous montrer un exemple d'un stimuli. Imaginons que ce stimuli s'appelle Joshua Bell, qui est un virtuose international. Ça pourrait être une application iPad ou iPhone ou quoi que ce soit. Et donc, il joue avec un Stradivarius de 3,5 millions de dollars. Donc, c'est quelqu'un de formidable, quoi. Et on va le mettre dans un contexte dans lequel, en fait, au total, il y a 1000 personnes qui vont passer devant lui et il va gagner $32. Okay, donc je vous montre la vidéo, ça, on ne va pas durer 45 minutes, je vous assure. Vous allez voir, il va s'installer en fait ici. Et les gens vont passer devant lui, vont passer devant lui, vont passer devant lui. Dans les $32 qu'il va gagner, il y en a 30 qui sont donnés par une seule personne qui l'a reconnu. Imaginez-vous le gars, ou si vous êtes, c'est un projet, imaginons que c'est un projet le bonhomme, et vous mettez beaucoup d'argent dedans, 3 millions de dollars, et vous mettez etc. Et puis vous lâchez ça au mauvais endroit. Pas avec le bon comportement, pas avec le bon besoin. Parce que le besoin des gens là, c'est quoi ? J'ai terminé le boulot, je rentre chez moi, je m'en fous de savoir. Ok, c'est joli, j'entends la musique, mais ce qui compte, c'est que je suis en mode automatique, je sors, je vais chez moi. Et une fois que je suis chez moi, je peux recommencer à respirer un petit peu. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer maintenant, quand on réfléchit en termes comportementaux, ce qui se passe. On va reprendre le même bonhomme dans la même station de métro. C'est la même station de métro. Sauf que cette fois-ci, on va l'annoncer. On va dire qui c'est. Et on va dire aux gens, est-ce que vous vous arrêteriez pas 2-3 minutes juste pour écouter un virtuose du violon ? Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'avant qu'il ne joue une seule note, vous allez entendre un tout
d'applaudissements, alors que le gars n'a même pas encore joué. C'est le même stimuli, c'est la même musique. On the planet, Joshua Bell. Alors, ça peut expliquer en partie des éléments comme ce que vous voyez sur des échecs d'applicatifs. C'est pas que c'est mal pensé, c'est que ça correspond pas aux besoins des gens, ni au bon contexte, ni au bon endroit. Et ça, avec les datas, c'est très important d'avoir toutes ces données-là. Mais quelque part, il faudrait les plugger, pour moi, sur des données réelles humaines. Et pas partir dans une espèce de modèle dans lequel on a des datas qui représentent rien, en fait. On ne sait pas qui sont les gens qu'il y a derrière. Donc voilà. Merci pour les 2 petites vidéos. Merci pour le temps extra. Merci Marc et Christophe. Non, les vidéos étaient incontournables. On était obligés, sinon la chute était pas la bonne. Très bien, merci beaucoup.